Eh bien bonjour, effectivement nous allons parler de jeux vidéo. Alors vous vous posez peut-être la question du jeu vidéo, pourquoi le jeu vidéo? On est un petit peu éloigné de nos bases au niveau de l'INPI, mais finalement pas tant que ça parce que vous le savez, le domaine du jeu vidéo est extrêmement créatif et qui dit créativité dit propriété intellectuelle. C'est aussi un milieu dans lequel il y a beaucoup de contentieux. Pour nous, c'est évidemment quelque chose d'assez riche et peut-être aussi pour vous qui êtes créatifs dans d'autres domaines parce que la jurisprudence est facilement transposable dans tous les domaines de la création. Mais je voudrais qu'on prenne un petit peu de hauteur par rapport à ces questions purement juridiques. Et comme vous le savez, le jeu ne fait pas exception au domaine de la création. Le succès du jeu vidéo, c'est pas vous qui allez me contredire, est totalement indépendant de sa complexité. Alors j'ai failli dire de l'investissement, c'est pas tout à fait vrai, malheureusement, mais en tout cas, on n'a pas de relation de cause à effet direct entre la complexité du jeu et son succès. On a d'un côté, vous le savez, des monstres de financement qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros, qui d'ailleurs vont être rentabilisés en quelques semaines, voire parfois quelques jours. Et puis de l'autre côté, on a des applications pour smartphones qui ont coûté quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'euros, qui font pourtant des centaines de millions de téléchargements, qui consistent parfois juste à pousser des bonbons ou à lancer des oiseaux sur des cochons à un coup de lance-pierre. Chacun apprécie la complexité du jeu là-dedans. Et pour nous, c'est une question qui n'est pas neutre parce qu'on ne fait pas de la propriété intellectuelle hors sol. On la fait en fonction de tout un tas de sujets, évidemment de ses contraintes financières, mais aussi de la valeur que l'on peut protéger, de son modèle. Est-ce qu'on est sur de la diffusion de gratuit ou de payant? Est-ce qu'on s'adresse aux consoles ou bien aux PC ou aux smartphones? Est-ce qu'on va passer par un éditeur ou bien est-ce qu'on peut commercialiser en direct? Et tout ça, évidemment, ça a une influence sur la façon de protéger, de commercialiser. C'est des sujets qui sont d'autant plus importants que l'on est dans un domaine hyper concurrentiel dans lequel il faut rapidement faire les bons choix. Et je souhaiterais vous faire partager autour de cette table ronde l'expérience je vais passer le slide, d'Alain Puget, qui est le dirigeant d'un studio local de développement, le studio Alchemy, et qui a lancé lundi son 3e jeu vidéo. Comme on est au Web Today, j'aimerais également vous parler un petit peu de perspective, qui n'est plus vraiment une perspective puisqu'elle est réelle, mais en tout cas de tendance, celle de la réalité virtuelle, avec Édouard Deslandes, le directeur de la société Silk. Et pour m'accompagner dans cette table ronde, j'ai sollicité l'expertise de maître Marie Soulez, qui est avocate à Paris, spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu présent à mon appel. Vous pouvez profiter de l'application Klaxoon, ça sera peut-être plus simple pour poser vos questions. J'espère que j'arriverai en même temps à passer les transparents et consulter mon téléphone pour voir quelles sont les questions. Vous avez le code qui est ici. Et je vous propose de démarrer avec Alain, qui va nous parler donc du jeu vidéo de la société Alchemy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on conçoit et comment vous, au sein d'Alchemy, vous développez le jeu vidéo? Alors, Alchemy, c'est une société qui existe depuis 2009, qui est un studio en fait, qui, dès le départ, a été créé avec une double activité, qui est la création de jeux vidéo, de projets de jeux vidéo en interne, et aussi une activité de prestation de services dans le domaine du marketing numérique, qui est un métier qu'on a un peu tous pratiqué dans notre équipe avant d'en venir aux jeux vidéo. Donc on avait dès le départ en fait, cette vocation à produire du jeu de façon relativement indépendante, ou en tout cas autofinancée, avec la volonté de produire des jeux de pas trop petite taille. Enfin, on ne cherchait pas au départ à produire des petits jeux smartphone vite fait. On est tous dans l'équipe des joueurs plutôt ce qu'on appelle hardcore, donc des assez gros joueurs. Et on vise plutôt le marché du PC, voire de la console, avec des jeux à l'ancienne qui demandent parfois pas mal d'investissement
aux joueurs de temps pour comprendre les règles, maîtriser toutes les mécaniques. Enfin, voilà, donc on avait cette vocation à développer des projets suffisamment grands pour qu'on atteigne des budgets rapidement de 100 000 à 200 000 euros. C'est l'ordre de grandeur des budgets qu'on a fait jusqu'ici. Et donc, ça nécessitait dès le départ d'avoir une activité alimentaire qui nous permettait de financer ces productions. C'est d'ailleurs le modèle, je crois, de la quasi-majorité des studios de taille intermédiaire aujourd'hui. Alors, ça tend à se démocratiser. Il y a encore 3-4 ans, c'était assez exceptionnel. Les petits indépendants français étaient souvent de jeunes étudiants ou de vieux vétérans qui mettaient un peu toutes leurs billes dans un projet et si ça marchait, tant mieux, et si ça marchait pas, la boîte coulait et ils partaient faire autre chose. Le modèle que nous on a mis en place dès 2009, où on était, alors je dis pas qu'on était les seuls, mais c'était encore assez rare, il tend effectivement aujourd'hui à un peu se démocratiser. Je vous propose de regarder un extrait de votre jeu. Ouais, donc Drifting Lands qui est sorti lundi dernier. Alors, c'est un... Ah, je suis allé un peu trop loin. C'est un RPG. C'est un mélange de genres un peu bizarre. C'est un mélange de RPG, enfin des jeux à la Diablo, pour ceux qui connaissent, avec un genre beaucoup plus ancien qui date des années 80, avec des représentants comme R-Type, voilà, toujours pour les connaisseurs, donc de shoot 'em up à l'ancienne, avec un genre plus récent comme celui qui est Diablo. Voilà. C'est un mélange un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça coûte de développer un jeu comme celui-là ? Alors, on n'a pas fait de calcul extrêmement précis dernièrement, mais les dernières estimations que j'ai faites en fin d'année dernière allaient nous mener probablement à un budget de production aux alentours de 225 000 euros. Et comment vous le financez, du coup ? Alors, on a une aide publique qui est le FAJV, qui est le fonds d'aide aux jeux vidéo, qui est accordé par le CNC. Donc, le CNC, c'est le Centre national de la cinématographie, mais il se trouve que c'est aussi l'organe public qui est en charge de la promotion et de la subvention du jeu vidéo en France. Donc, on a obtenu une aide du FAJV d'un montant de 75 000 euros. Sachant que le FAJV en fait aide la production des jeux jusqu'à un montant de 50% de la production, jusqu'à un maximum de 200 000 euros d'aide. Nous, au moment où on a fait le dossier pour le FAJV, on pensait que le jeu coûterait 150 000. Au final, on s'est un peu emballé, on a rajouté pas mal de trucs, donc il va probablement coûter plutôt 225 000. Donc on a obtenu une aide de 75 000 euros du CNC et le reste c'est de l'autofinancement généré par notre activité alimentaire qui nous génère suffisamment de bénéfices pour nous payer au jour le jour pendant qu'on travaille et aussi de générer suffisamment d'argent et de bénéfices pour réinvestir dans la production du jeu. D'accord. Donc globalement par rapport au coût total du projet, à peu près 50% à votre charge sur le développement, enfin sur l'activité que vous avez. Ouais, du coup un petit peu plus de 50%, mais à l'origine ça devait être ça, oui. Le fonds d'aide aux jeux vidéo, c'est aussi, quand on va sur le site du Centre national de la cinématographie, c'est ça ? Oui. Et Images animées, c'est une aide à la création de propriété intellectuelle. Alors oui, il y a deux aides, et nous, celle dont on a bénéficié, il y a une aide dite d'aide à la maquette, qui est là pour aider la création de prototypes de grosse envergure pour être ensuite vendus à des éditeurs ou à des financeurs.
Et il y a la deuxième aide, donc celle dont on a bénéficié, qui est effectivement l'aide à la création de propriété intellectuelle, qui a pour but de promouvoir en fait la création de propriété intellectuelle dans le domaine du jeu vidéo en France, sachant qu'une des conditions d'obtention de cette aide, c'est que le studio reste détenteur, quoi qu'il arrive, même s'il fait éditer son jeu par un éditeur étranger, ou même français d'ailleurs, il faut qu'il reste détenteur de la propriété intellectuelle du jeu. Je vais me tourner vers vous, Maître Soulez. Quand on parle donc de propriété intellectuelle dans le jeu, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, un jeu vidéo, depuis 2009 maintenant, c'est considéré comme une œuvre complexe. Avant, il y a eu pas mal de débats pour savoir si c'était une œuvre cinématographique, un logiciel. Et finalement, aujourd'hui, la Cour de cassation considère que c'est une œuvre complexe. Donc une œuvre complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeu vidéo, c'est composé d'énormément de composantes, que ce soit du logiciel, des graphismes, de la musique, et que l'ensemble de ces composantes forment un tout qui bénéficie d'une protection par le droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est un droit qui naît du seul fait de la création sur les œuvres originales. Alors, il n'y a pas de dépôt obligatoire. Seul fait de formaliser une œuvre ou une création permet de bénéficier de ce droit-là. Après, j'imagine qu'il y a des dépôts probatoires qui peuvent être réalisés, un certain nombre de choses qui peuvent être faites pour se constituer la preuve de ces droits. Toujours est-il qu'à partir du moment où un jeu vidéo comporte du logiciel, du graphisme, de la musique, des scénarios, tous ces éléments sont protégés par le droit d'auteur, ou du moins protégeables. En préparant cette table ronde, vous m'avez dit qu'un des éléments importants dans votre jeu, c'était l'équilibre qu'il y avait entre la complexité des niveaux et finalement la typologie du personnage et la façon dont on allait éventuellement s'équiper, entre guillemets, pour franchir le niveau. Ça, c'est finalement le cœur du jeu. Oui, en fait, c'est là où réside toute la complexité du jeu. Le concept est à la base assez simple, mais son implémentation n'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est un mélange de genres. Donc le shoot'em up, c'est assez simple à réaliser. Enfin, c'est un genre assez ancien et qui est techniquement assez simple à maîtriser. Le genre de ce que j'ai appelé le Diablo-like, enfin un jeu ressemblant à Diablo, à ce genre de RPG moderne, c'est déjà un peu plus de travail. Et c'est surtout beaucoup de travail d'équilibrage pour que ça fonctionne, pour que ce soit amusant, pour que ce soit un peu addictif aussi. Donc c'est là en fait que réside l'essentiel du travail, l'essentiel de l'effort pour obtenir, si vous voulez, le bon équilibrage, les bonnes formules mathématiques pour que l'expérience de jeu soit intéressante, amusante. Voilà. Et c'est là que réside en fait l'essentiel quelque part aussi de la protection qu'on a sur notre jeu, parce que pour le répliquer, c'est vraiment ça qui est le plus dur, c'est qui demande le plus d'effort en fait, de produire ce travail-là, cet effort-là d'équilibrage. Et ça, c'est de l'API, Maître Soulez? Alors, c'est de l'API, oui, à plusieurs niveaux. D'une part, j'imagine qu'il y a un travail structurel autour du logiciel qui est fait, avec un certain nombre d'options qui sont proposées aux différents joueurs. Surtout, ces différents éléments, ces différentes composantes vont permettre de former les éléments du jeu, et ces éléments du jeu peuvent être protégeables en tant que tels. Alors, la grande question, c'est de savoir qui est titulaire des droits d'auteur sur les résultats. Savoir si le fait de compiler ces éléments, les droits vont appartenir au joueur qui deviendra en tant que tel titulaire de ce qu'il a créé à l'intérieur du jeu, ou si le studio demeure titulaire des droits. Alors, naturellement, j'aurais tendance à dire dans le jeu d'Alain que c'est des propositions qui sont faites et qu'en fait, il y a un environnement qui est complètement contraint pour le joueur. C'est-à-dire que le joueur reste dans cette contrainte-là et il utilise uniquement dans un univers contraint ce qui lui est proposé par l'éditeur. Il semblerait, dans cette hypothèse-là, que l'éditeur demeure titulaire des droits sur le jeu et sur les éléments créés et qu'il ne puisse pas y avoir de revendication en tant que telle de la part des joueurs. C'est pas forcément toujours le cas, et dans certains types de jeux, notamment au niveau des MOG, il y a des jeux qui laissent une part de créativité qui sont plus importantes aux joueurs, qui peuvent eux-mêmes formaliser des éléments de jeu
grâce à des SDK ou autres, sans forcément de contraintes au niveau du design ou de contraintes de développement qui soient imposées par les éditeurs. À ce moment-là, on pourrait effectivement s'interroger sur une éventuelle titularité de droit qui serait au bénéfice non plus de l'éditeur ou du studio, mais bien du joueur. Je m'aperçois que j'avais prévu de laisser à l'écran le code d'accès à Klaxoon, mais comme on vient de bidouiller le support juste avant de rentrer en scène, ça n'apparaît plus. Si vous voulez vous connecter pour poser des questions, c'est app.klaxoon.com et le code c'est 43AAB2. 43AAB2. Merci. Je ne sais pas qui a repris la main, mais merci. J'avais une question subsidiaire sur... donc on parlait de protection du cœur de votre jeu. On a également beaucoup parlé de l'inspiration qu'il pouvait y avoir. Vous avez parlé de Diablo. Et je me posais la question de la limite finalement entre la contrefaçon et l'inspiration. Alors j'aimerais avoir votre avis et puis après j'aimerais avoir l'avis de l'avocat. Grande question. Alors, le jeu vidéo, faut savoir que c'est quand même une industrie qui est extrêmement prompte au recyclage. Historiquement, en fait, il y a énormément de recyclage de concepts plus ou moins évidents ou plus ou moins honteux. Disons que il y a de tout qui va de l'hommage un peu subtil jusqu'au clone complètement honteux qu'on peut trouver notamment sur les plateformes mobiles où on refait à peu près le même jeu en changeant 3 lettres au nom. Enfin voilà. Donc la gamme de déclinaisons de concepts dans le jeu vidéo, ça couvre tout ça. Malgré tout, c'est quand même une industrie dans laquelle il n'y a pas eu forcément énormément, très fréquemment des innovations fracassantes. Il y a beaucoup de déclinaisons sur un même thème. Donc nous, par exemple, on n'a pas forcément de honte à dire qu'on s'inspire même très fortement de Diablo, dans la mesure où on va changer le cœur du jeu, en fait, qui est le fait de cliquer sur des monstres avec une souris et de frénétiquement appuyer sur sa souris comme ça. Nous, on remplace ça par un autre gameplay, ce qu'on appelle le core gameplay, qui est vraiment de diriger un petit vaisseau, de tirer sur des ennemis et d'éviter leurs tirs. Donc on a un changement suffisamment profond, à notre sens en tout cas, pour être suffisamment éloigné de l'original. Après, il y a des gens qui font aussi des déclinaisons beaucoup plus proches, mais qui, par justement leur équilibrage différent, leur philosophie de progression ou d'expérience de jeu vont utiliser les mêmes mécaniques, mais avec un équilibrage ou une expérience de jeu qui va avoir un résultat sensiblement différent. Donc après, l'appréciation est laissée à chacun, et après il y a des studios plus ou moins agressifs au niveau légal qui vont attaquer telle ou telle copie. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'il y ait de gens ou de studios qui, dans le monde, soient vraiment tout blanc à ce niveau-là et qui n'aient jamais copié personne. Donc il y a une espèce de... tout le monde accepte le fait que notre industrie est une industrie quand même où on va beaucoup réutiliser ce qui a déjà été fait, si possible en essayant de l'améliorer un peu ou en lui apportant quelque chose de nouveau. Et voilà, donc il n'y a pas de règle écrite là-dessus, de mon point de vue de participants à cette industrie-là. Après, oui, il y a des limites légales sur le fait d'aller vraiment trop copier un point ou un élément graphique ou un motif précis d'un jeu. Il y a des gens dans des pays qui vont tenter des choses un peu touchy, un peu limite. Il y a beaucoup de clones chinois, de jeux occidentaux qui vont reproduire vraiment la même chose le plus possible, mais en changeant un peu le design pour que ça se rapproche plus de leur marché. Voilà. Donc, il y a des trucs un peu limites, voire même des fois au-delà de la limite dans ce genre-là. Mais après, il y a aussi beaucoup de variations sur un thème ou sur des thèmes qui sont devenus une sorte de classique dans l'industrie du jeu, quoi. Alors, ce qui est assez intéressant de vous entendre expliquer les différences entre ce qui est licite, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, c'est qu'en fait, vous avez assez raison. Par principe, les concepts ne sont pas protégés en droit d'auteur ou par le droit de la propriété intellectuelle de manière plus générale. Le concept, c'est le fait d'avoir une idée, d'avoir
l'idée d'une innovation, d'un concept de jeu, c'est quelque chose qui est libre et qui, en tant que tel, n'est pas protégé en propriété intellectuelle. Ce qui est protégé, c'est la formalisation des concepts. Donc, qu'est-ce qui va être protégé? Ça va être le design, ça va être le logiciel, ça va être le scénario. Donc, tous les éléments qui sont formalisés et qui, en tant que tels, donnent prise au droit d'auteur. Pourquoi il n'y a pas de difficulté quand Alchemy va reprendre des éléments de Diabolo? Parce qu'en fait, Alchemy s'inspire d'un concept, d'un type de jeu, mais en soi ne fait pas de reproduction servile du code, ne fait pas de reproduction servile du design. Tous les éléments qui sont appropriables, Alchemy va développer son propre jeu vidéo. Il y a un arrêt, alors on s'éloigne un petit peu, mais qui est assez intéressant, qui est la décision qui a été rendue s'agissant de Ferrari et GTA, où en fait Ferrari reprochait à GTA d'avoir reproduit une Ferrari. Alors, c'est pas entre deux studios, il n'en demeure pas moins que la décision qui est rendue par le juge est assez intéressante, parce que ce qu'il dit, c'est que en fait, effectivement, il y a une voiture rouge, mais il n'en demeure pas moins que les éléments caractéristiques et essentiels de ce qu'est une Ferrari, notamment les systèmes de porte et autres, ne sont pas reproduits. Et en appréciant ces ressemblances-là, le juge considère qu'il n'y a pas eu de reproduction par l'éditeur des éléments caractéristiques de la Ferrari et des bouts de Ferrari de sa demande au titre de la contrefaçon. C'est la même chose entre deux studios. Vous pouvez très bien trouver qu'un studio s'inscrit dans un style intéressant qui vous plaît, avoir envie de développer des jeux sur le même concept, sur la même idée. Il n'en demeure pas moins que si vous avez votre propre design, votre propre scénario, vos propres logiciels, vous ne serez pas dans une situation de contrefaçon. Pour ceux qui jouent à GTA, je crois que c'est la F40 et la 360. C'est ça. On va conclure, Alain, pour passer la parole à Édouard. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un développeur de jeux vidéo, un studio aujourd'hui? D'être prêt à beaucoup investir, à devoir beaucoup investir sans forcément avoir de retour de garantie. En fait, l'industrie du jeu vidéo, c'est devenu une industrie hyper compétitive. Alors, s'il y a bien un domaine dans lequel la mondialisation touche de plein fouet, c'est bien le jeu vidéo. Le jeu vidéo, dans les années 80, il y avait 5 pays qui en faisaient, alors dont le nôtre, il se trouve, mais voilà. Aujourd'hui, n'importe qui dans le monde est capable, enfin peut en tout cas sortir un jeu vidéo sur une plateforme ou sur une autre. La concurrence est gigantesque. L'offre est tellement pléthorique qu'il y a une escalade dans les investissements et dans la qualité de ce qui sort ou de ce qui est visible, de ce qui émerge. Donc c'est devenu extrêmement compliqué en fait d'être visible, d'être rentable, j'en parle même pas. Et donc ça demande vraiment un investissement très important et avec des retours sur investissement, on va dire pour le moins hasardeux, quoi. Après, quand on a des moyens marketing vraiment importants et qu'on peut mettre un gros chèque avec plein de zéros pour lancer son jeu et promouvoir son jeu, on diminue les risques, mais il faut avoir cette capacité et être capable d'atteindre des montants marketing qui permettent de s'affranchir de toutes les aléas et d'aller vraiment dans les grands nombres statistiques qui permettent d'utiliser des formules éprouvées et qui vont marcher à peu près quoi qu'il arrive. Mais après, si on a cet argent-là pour faire le marketing, on va avoir des budgets similaires pour la production et ça veut dire qu'on est déjà sur des très gros jeux, quoi. On voit d'ailleurs que sur les gros jeux, d'ailleurs, le budget marketing atteint, voire peut-être même dépasse les coûts de développement. Oui, tout à fait. Et pour revenir sur l'introduction qui a été faite, il y a quand même plus de 700 jeux vidéo qui seraient développés en France, étude du syndicat national du jeu vidéo. C'est ce qui a été recensé auprès des studios. Ça veut dire que derrière, il y a tous ceux qui n'ont pas été recensés auprès d'étudiants et autres, plus effectivement tous ceux qui sont développés à l'international, qui utilisent les mêmes canaux de distribution et qui visent les mêmes cibles. Donc il y a vraiment un domaine hyper concurrentiel. Je vois qu'on a été très clair parce que je n'ai aucune question. Donc on va pouvoir passer à vous, monsieur Deslandes, et parler d'Avatar. Alors je vais peut-être lancer directement la vidéo. Je pense qu'une petite vidéo vaut mieux qu'un grand discours. À moins que vous souhaitiez juste... Non, on va lancer, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. On va lancer une petite vidéo effectivement pour vous montrer ce que c'est notre produit phare, qui est une sorte de cabine qui va vous permettre en fait de vous téléporter dans les mondes immersifs, dans les jeux, mais aussi dans ce qu'on appelle nous le web immersif.
Donc on a eu un... Vous avez aperçu le nouveau commercial de Silk. C'est ça. Donc je vais vous le passer tout de suite. Exactement. Maintenant, on va être capable, avec l'appareil de Silk, de pouvoir numériser les personnes et avoir cette fois-ci la personne en volume en 3D. Positionnez vos pieds sur les socles. Ok. Bien. Vos mains, vous visez Écartez vos bras. petites cibles ici. Ok. Avec vos mains, visez les marqueurs rouges en bas, à gauche et à droite. Regardez droit devant vous. 3, 2, 1. Merci. Donc, je vais peut-être expliquer un petit peu. Parce que je vais essayer d'arrêter la vidéo qui repart. Voilà. Ok, alors donc on est nantais depuis 2013. On a écrit ce projet en fait depuis 2011-2012 et ce projet consistait en fait à identifier que il y avait des nouveaux moteurs de jeu tels que Unity 3D que vous connaissez peut-être, qui étaient capables d'être lancés sur des navigateurs internet de façon pratiquement native à l'époque sur Chrome, et on avait une fluidité en fait de ces univers 3D qui était complète, sauf que il manquait à notre sens tout ce qui était humanité. C'est-à-dire qu'on le voit encore aujourd'hui dans certains jeux et dans certains même univers 3D, vous pouvez mettre des lunettes, des HoloLens ou tout un tas d'autres choses, mais on ne trouve pas l'humain à l'intérieur de ces univers-là. Donc on a réfléchi à monter tout un écosystème et la première pierre de cet édifice, c'était effectivement de constituer, en fait, d'inventer le téléporteur, la cabine qui allait permettre de démocratiser la téléportation de chacun dans ces univers immersifs et d'inventer en fait la notion de double numérique. Parce qu'on pense qu'on n'est plus un email et un mot de passe, mais on est son propre personnage dans les univers immersifs. Donc là, vous avez vu Emmanuel Macron, comme tous les autres candidats d'ailleurs qui ont répondu à notre invitation avec France Télévisions, pour faire une application qui était totalement novatrice et qui était de dire on va mettre chacun des candidats dans la cour du Palais de l'Élysée pour qu'ils puissent et qu'on puisse interagir avec eux sur leur programme, qu'on puisse trouver en fait des vidéos et faire de la navigation 360 aussi. Je propose de le passer derrière. On peut passer, oui. Si on peut couper le son, je crois que vraiment qu'il n'y en ait pas, je ne sais plus. Non, mais je vais vous raconter, je vais continuer mes explications. Donc on a modélisé, donc nos équipes ont modélisé en fait la cour du Palais de l'Élysée. C'est un développement qu'on a fait en 2 mois, assez rapidement. Et là, on voit effectivement le premier avatar journaliste de France Télévisions qui raconte un petit peu, qui fait l'introduction de ce que vous allez trouver dans l'application. L'application s'appelle Présidentielle VR. Je pense que vous pouvez encore la trouver sur les iTunes et Google. On voit les candidats donc derrière, et puis on peut les interroger. Alors, notre cabine, ça s'appelle la capsule, elle nous permet en fait de scanner des personnes très rapidement. Vous avez vu, c'est une question de 10 secondes. Elle est complètement automatisée. Et vous réceptionnez en fait votre personnage articulé au bout d'1 heure. Vous avez une petite notification par email, et cet avatar, cette double numérique, vous pouvez l'utiliser directement dans les jeux 1 heure après. Alors pourquoi ? Parce qu'il est au standard, il est complètement universel, et il est au standard de tous les moteurs de jeu. Il est articulé, donc nous-mêmes nous développons des applications 3D, mais notre volonté c'est de réunir en fait toute une communauté de développeurs sur cet usage, et de leur proposer en fait de venir via notre Silk Academy se former à l'API. Donc c'est une journée de formation. Ils récupèrent l'API et les toolkits, et le lendemain, ils peuvent totalement interroger la base de données de Silk de tous les avatars pour intégrer de la vie en fait, dans ces univers.
J'ai passé d'autres vidéos, on vous voit notamment jouer au tennis, je crois, c'était dans le cadre de Roland Garros il n'y a pas très longtemps. Voilà, alors là c'est un avatar qui est brut, qui n'est pas retouché, on l'a intégré dans une image et on peut ajouter à l'avatar des accessoires. Là, en l'occurrence, c'est une animation qui a été faite par nos soins, mais on pourrait récupérer un meilleur coup droit de Nadal ou d'un autre joueur de tennis célèbre. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a le personnage, on peut lui faire des sauts en parachute, du karaté, les intégrer dans des jeux existants. On parlait de GTA tout à l'heure. On peut très bien, enfin, je peux avec mon avatar rentrer dans la Ferrari, prendre les commandes et faire ça aussi en temps réel. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien tous les quatre rentrer, alors pas dans une Ferrari parce que c'est une 2 places, mais dans dans une voiture tout à fait, je dirais, familiale, et puis prendre en temps réel l'idée d'aller effectivement faire son chemin pour découvrir un prototype de voiture ou tout autre élément. Alors, je crois qu'un des gros plus, au-delà de la question de l'avatar de votre produit, c'est sa capacité, son rendement. Ouais. Faut peut-être en parler. Parce que Exactement. c'est quand même là que se fait la bascule en termes d'innovation, je pense. C'est le photomaton de demain, en fait. Oui. En gros, on pense qu'effectivement, tout le monde va basculer vers l'immersif. C'est-à-dire qu'on a dit l'année dernière, en 2016, quand on a présenté notre premier prototype de cabine à Roland-Garros, on a fait cette communication en disant que c'était l'année zéro de l'immersif. On voit bien, alors depuis on a des partenariats avec Amazon, avec Microsoft et d'autres gros acteurs majeurs qui, comme Apple aussi, encore il y a 2 jours, annoncent qu'il met énormément de moyens sur la partie réalité augmentée. Donc vous allez voir, ça va être une vague qui va nous arriver sur nous, qui va être assez violente. Et il se trouve qu'on est une clé de réussite, on va parler d'une clé de réussite de ces mondes immersifs, on l'espère. Mark Zuckerberg a dit en 2016, juste avant qu'on présente la cabine, qu'il serait capable, lui, dans 5 ans, de mettre l'humain dans le réseau social. Voilà. Alors, il a envoyé deux de ses représentants, juste 10 jours après qu'on ait présenté la cabine à Roland-Garros. Donc là, on les a reçus à Roland-Garros. Ils ont fait leur propre avatar, un d'Instagram et un de Facebook. On est à l'interface entre le droit à l'image et la propriété intellectuelle. L'avatar, il appartient à qui ? Alors, l'avatar, il vous appartient. Comme on parle de double numérique et de nouvelle identité digitale, il est stocké sur nos serveurs, dans notre coffre-fort, mais il vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. Nous, on n'a pas le droit de l'utiliser, même en tant que figuration dans des applications. Sauf si vous autorisez un développeur à utiliser votre avatar dans sa propre application. Mais là, on est dans un schéma où vous pourriez tout à fait monétiser votre personnage dans des jeux ou dans des univers immersifs moins classiques. Je pense que vous connaissez évidemment les déboires qu'a pu connaître Oculus Rift il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous, d'un point de vue technologique ? On parle d'Oculus Oui, Oculus. Oui. Oculus Rift. Alors, Oculus. Alors peut-être faut peut-être resituer un peu. Préciser, donc Oculus et ses lunettes de réalité virtuelle, développées a priori donc par la société ZeniMax, qui avait un salarié dans une de ses filiales qui a été racheté par Facebook, 2 milliards d'ailleurs. Et donc cette société ZeniMax s'est émue à un moment donné de trouver sa technologie chez Facebook, et engager un procès et a gagné 500 millions de dollars de dommages d'intérêt. Alors on n'est plus tout à fait dans la contrefaçon, on est aussi dans peut-être ce qui est l'utilisation de secrets par un salarié ou ex-salarié. Je ne veux pas rentrer dans les détails, peut-être que ce contentieux fera l'objet d'un appel et que la décision sera battue en brèche. Mais il y a quand même des questions qui se posent en termes de protection de son savoir-faire technologique. Comment est-ce que vous l'appréhendez ? Alors, c'est un gros projet sur lequel on s'est lancé. Il y a à la fois du soft, du hard, faire une cabine comme on l'a faite, qui peut recevoir 60 personnes à l'heure
et donc enchaîner l'avatarisation. Vous imaginez qu'il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de surveillance. Sur la partie post-production, il y a aussi tout un savoir-faire, mais c'est un enchaînement de briques, de choses qu'on a développées par nous-mêmes, mais c'est aussi du logiciel libre que l'on a intégré. Donc sur un projet aussi complexe, on pourrait très bien avoir des gens qui ont déposé des brevets 10 ans avant. On sait qu'on a travaillé avec vous d'ailleurs, avec l'INPI, où nous avez fait un rapport préliminaire en fait, sur justement les droits et les brevets. Et on s'aperçoit qu'en Corée du Sud, il y a 10 ans ou 15 ans, il y avait déjà des gens qui avaient déposé des concepts. Alors, le concept, on ne peut pas le déposer. Le fait de dire on va proposer à chacun d'avoir son double numérique dans ces conditions-là, d'aller très vite d'aller très furtivement dans cette cabine et de recevoir l'avatar prêt à l'emploi une heure après. Mais on protège de l'électronique, du logiciel, du design, et on va jusqu'à identifier peut-être très finement tout un tas après d'étapes qui pourraient peut-être demain nous faire être un angle d'attaque d'une autre personne, aussi bien en France et à l'étranger. Tout ça nécessite forcément de la protection et tout ça nécessite du budget. On a levé à peu près 1,5 million, on est encore en levée de fonds actuellement. Pour développer tout ce projet-là, on a mis beaucoup l'accent sur la partie matérielle. On a protégé certaines choses, mais s'il fallait qu'on ait une stratégie plus ambitieuse sur la protection intellectuelle, là, il nous faudrait effectivement attribuer plus de moyens, j'imagine, sur d'autres parties du projet. Marie, votre appréciation sur cette question par rapport à Oculus et peut-être la protection plus générale? Alors, la protection, il y a deux types de protection. Déjà, il y a toute la partie droit d'auteur, propriété littéraire artistique, qui va protéger du seul fait de la création, on en parlait pour les jeux vidéo, les logiciels, le design, tout ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Après, il y a une deuxième partie qui est la propriété industrielle, qui, contrairement aux droits d'auteur, nécessite des formalités de dépôt préalable et qui va protéger les marques, les dessins et modèles, les brevets, qui seront déposés, qui, pour les brevets, à l'issue d'un examen, pourront être délivrés. Alors, effectivement, les brevets, ça a un coût excessivement important pour les entreprises, notamment pour les startups, parce qu'un dépôt de brevet, c'est entre 10 et 30 000 euros en fonction du cas, mais c'est quelque chose qui est assez cher. Après, il faut apprécier la protection de façon globale. C'est-à-dire, par exemple, un brevet, s'il est délivré, ça va être divulgué. C'est-à-dire que l'intégralité des revendications sur l'invention vont être divulguées, vont pouvoir être analysées par les tiers. Alors, effectivement, elles sont appropriées. Vous êtes le titulaire du brevet et vous pouvez vous opposer à toute reproduction de vos revendications. Il n'en demeure pas moins que vous publiez ces revendications. Alors, il y a une autre stratégie qui est moins coûteuse et qui peut permettre d'organiser une certaine protection, c'est le secret. Alors, le secret, en soi, ça a une valeur assez restreinte, c'est pas protégé, le secret. Mais le secret, ça peut vous permettre d'organiser une protection de vos concepts, de vos savoir-faire, de vous prémunir contre, par exemple, vos partenaires, vos prestataires, contre vos salariés, en insérant dans les contrats des clauses assez coercitives de loyauté, de confidentialité, d'interdiction de divulgation, avec des pénalités qui seront attachées à ces clauses, qui vont vous permettre d'encapsuler tout le secret. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple sur les algorithmes, sur un savoir-faire vraiment très particulier que vous voulez garder confidentiel. Et à ce niveau-là, il y a vraiment une stratégie globale qui doit être réfléchie au sein de l'entreprise et effectivement également un coût qui devra déterminer dans quelle branche vous souhaitez plus vous diriger. Alors, nous, on a choisi le secret jusqu'à Roland-Garros en 2016. C'est-à-dire que de 2012 à 2016, on a travaillé dans un secret assez absolu. Et on a choisi de venir sur la scène et de présenter notre produit à Roland-Garros. Et depuis, les gens viennent à nous parce qu'ils estiment avoir un besoin sur notre solution.
Maintenant, on a d'autres secrets aussi, je dirais, en magasin, mais il faut à un moment donné se présenter au public et aux grands comptes et aux marques que l'on va voir. J'étais invité par la ville de Nantes à participer à un voyage à Shanghai il y a 1 an et demi. On a protégé notre marque tout de suite, parce que même si effectivement on n'avait pas grand-chose à dire, la marque est aussi importante. Le design se copie aussi très facilement maintenant. Donc aujourd'hui, on se sent plus ou moins protégé, on va dire, mais si on a une ambition à aller à l'international, il faut mettre des moyens pour la protection intellectuelle en fonction de chaque pays. Alors je vais peut-être compléter, puisqu'on parle de l'international. Il faut être assez prudent. En France, en Europe, de façon générale, on est dans des pays de droit d'auteur, ce qu'on appelle droit d'auteur, où on a cette protection assez naturelle de toutes les œuvres. Ce n'est pas forcément le cas à l'international, notamment, par exemple, si on va en Chine. En Chine, sur la partie design, si vous n'avez pas déposé de dessin et modèle, vous ne serez pas protégé en Chine par le droit d'auteur. Et il y a pas mal d'exemples. Si vous tapez sur Internet voiture contrefaçon Chine, vous verrez des exemples de voitures dont le design est intégralement reproduit. Il n'y a que la marque qui change. Aujourd'hui, ces grands distributeurs automobiles ne peuvent rien faire sur le territoire chinois. Il y a une deuxième chose sur laquelle il faut être excessivement prudente, c'est que la divulgation est ce qu'on appelle destructive de nouveautés. C'est-à-dire que si vous souhaitez déposer des brevets ou déposer des dessins et modèles, il faut bien l'anticiper, parce qu'une fois que vos produits, que votre innovation aura été divulguée, alors avec quelques aménagements, mais il n'en demeure pas moins que vous ne pourrez plus solliciter de titre de propriété industrielle. Je vais juste faire une modulation par rapport au coût du brevet que vous avez évoqué. Bon, si on est sur un brevet international, d'ores et déjà, c'est vrai qu'on atteindra rapidement ces montants et on va les dépasser. Néanmoins, il y a quand même des mécanismes qui permettent aussi de retarder les coûts d'extension un petit peu. Pensez-y, en tout cas, sollicitez-nous ou parlez-en à votre conseil, parce que vous pouvez peut-être passer par une levée de fonds avant de faire vos extensions internationales. J'ai une question sur un sujet que je voulais aborder. Il nous reste moins de 2 minutes, mais je sais que vous êtes hyper performant. C'est la sécurité des données. J'ai un point là, je vous la lis. Qui dit stockage serveur dit possibilité de hacking. N'y a-t-il pas un risque majeur pour l'utilisateur de perdre le contrôle de son image ? C'est un sujet important. Nous, c'est central. La sécurité, elle est absolument centrale. Donc, on a embauché un RSSI qui sécurise en fait toute notre solution. Maintenant, on n'est jamais à l'abri effectivement d'un gros hack. Il y a des compagnies internationales qui chaque semaine en fait dévoilent que certaines de leurs données ont été volées. Maintenant, l'avatar tel qu'il est fait, on ne délivre jamais le fichier en fait donc brut de l'avatar. Donc on est obligé de passer par un connecteur sécurisé, comme une sorte de Facebook Connect. Donc on l'appelle le Silk Connect. Et là, vous allez piocher en fait dans nos bases de données un de vos avatars, puisque l'idée c'est d'en faire peut-être plusieurs. Et donc à partir de là, on arrive avec plusieurs mécanismes à tracer, si vous voulez, la récupération de l'avatar et qui l'utilise. Et on parle d'usurpation d'identité. C'est vrai que vous n'aimeriez pas que j'utilise votre avatar dans un jeu, par exemple. Ensuite, il y a tout un tas de mécanismes qui nous permettent de savoir quel est votre comportement avec votre avatar dans un univers. Et si votre comportement n'est pas habituel, eh bien, on peut faire, je dirais, des recoupements pour dire que quelque part il y a un problème avec votre avatar. Mais les mécanismes, ce serait trop long de vous expliquer en fait toute la stratégie de sécurité. Puis en plus, ça ne se dévoile pas. Mais en l'occurrence, c'est très central pour nous, puisqu'on parle de nouvelle identité digitale, d'un nouveau passeport numérique dans les mondes immersifs. Donc c'est quelque chose qui est central chez nous. Le temps passe très très vite. J'ai vu qu'il y avait également des questions sur le fait que finalement on n'allait peut-être pas se promener dans un jeu de combat en chemise.
Il y a des questions un petit peu techniques. Je propose que vous passiez sur notre stand éventuellement, ceux qui ont des questions pour vous solliciter. Je vais conclure très rapidement. La question de la sécurité, le règlement européen alors je ne sais plus comment il s'appelle. Le règlement général sur la protection des données. Voilà, qui entrera en vigueur l'année prochaine, a quand même révolutionné pas mal de choses. Je pense que pour vous, de toute façon, vous étiez déjà à niveau. Aujourd'hui, pour un développeur de jeu qui va faire du jeu massivement en ligne, c'est forcément quelque chose de central aussi. Qu'est-ce que ça change ? Alors, ça change finalement tout et pas grand-chose. Il y a effectivement un impératif majeur sur la sécurité. Il faut, quand vous traitez des données à caractère personnel, mettre en place des gestions de crise. Vous aurez 72 heures à compter de l'entrée en vigueur du règlement européen pour déclarer toute faille de sécurité. Donc 72 heures, c'est excessivement court. Ça doit s'anticiper. Vous devez être en mesure de classifier vos données, d'identifier immédiatement le niveau de la faille, d'avoir les experts requis pour pouvoir mettre en œuvre les actions correctives immédiates. Il faut savoir que les infractions à la réglementation sur les données à caractère personnel sont des infractions excessivement lourdes, puisque c'est 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Alors c'est des montants maximaux. Hein. Il n'en demeure pas moins que cette gestion de la faille et cette gestion de la sécurité, si vous ne mettez pas en œuvre les processus, notamment de notification et de classification des données, vous serez en contrariété avec la réglementation. Très bien, je vous remercie. Nous allons conclure. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de passer votre vidéo sur votre avatar avec une reconnaissance faciale. Je pense qu'on doit pouvoir voir des choses en ligne également. Pour conclure, je dois dire également que vous proposez, dans le cadre du Web Today, de venir dans vos locaux qui sont de l'autre côté de la rue, faire son propre avatar, donc utiliser votre machine. Alors on est à 1 minute d'ici, donc vous pouvez y aller à pied, on traverse la rue. Et donc dans le hall d'accueil de nos bureaux, vous avez la capsule qui fonctionne. Vous pouvez en fait prendre un rendez-vous, faire un pré-booking ou venir, je dirais, à la volée. Ça prend 1 minute en gros. Hein, vous vous inscrivez et vous passez dans la cabine, vous verrez, c'est sympathique. Pour toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et que vous vous posez peut-être, vous pouvez passer sur notre stand pendant le Web Today. Demain et après-demain, nous avons la chance de recevoir sur notre stand un examinateur brevet spécialisé en NTIC. Donc si vous avez des questions en matière de brevet, venez lui poser. Je vous ai mis très rapidement les différentes offres de services que l'on proposait aux entreprises. Vous avez tout à l'heure parlé du prédiagnostic qui s'appelle le Booster. C'est une analyse des besoins pour des startups ou pour des entreprises, voire pour des créateurs d'entreprises en phase avancée. N'hésitez pas à venir nous voir pour en discuter. Les questions, vous pouvez les poser également sur notre site internet. Vous avez des délégations régionales partout en France. Vous pouvez les contacter aussi par les coordonnées qui sont là. Voilà, je vous remercie. En tout cas, merci à vous trois. Et puis, peut-être à l'année prochaine, je ne sais pas. Au revoir. Au revoir.